Bonjour à tous, merci de nous être fidèles. C'est l'heure de la Semaine de l'Art sur LCI, votre hebdo consacré à la culture contemporaine. Aujourd'hui, on fait appel de nouveau aux visites particulières pour vous faire découvrir Paris sous un angle inédit, programme chargé, du savoir-faire, de la céramique, des bijoux d'artistes. Le mieux pour qu'on s'en rende compte, c'est qu'on jette un œil ensemble tout de suite sur le sommaire de l'émission. Que se passe-t-il dans le monde de l'art? Le point hebdomadaire dans les anecdotes. La manufacture de Sèvres, le savoir-faire français à l'honneur, reportage. Les artistes et les bijoux, une histoire d'amour et de passion. Diane Venet, la plus grande collectionneuse de bijoux d'artistes, nous reçoit chez elle, au milieu de ses plus belles pièces. Enfin, tout ce qu'il faut savoir sur Alexander Calder dans 60 secondes d'histoire de l'art. On commence, on s'attaque aux choses sérieuses. Petit point sur ce qui agite le monde de l'art. Chiffres, tendances, coups de mou, événements insolites, indiscrétions, événements à ne pas manquer. On vous dit tout dans les anecdotes de la semaine. Découvrir plus de 80 ans après un Picasso, c'est possible. Et pas forcément là où on l'attend. Le Louvre Abu Dhabi vient d'acquérir un collage du maître espagnol qui n'a jamais encore été exposé. Est-ce le début d'une série d'acquisitions pour le Louvre des Sables? La réponse en 2015 avec l'ouverture du musée. Première historique, Olympia de Manet quitte le musée d'Orsay pour quelques mois. Direction Venise et le Palais des Doges où l'attend sa grande sœur la Vénus d'Urbino. Réalisée par Titien, celle-ci avait servi de modèle à Manet. Rencontre au sommet entre deux chefs-d'œuvre de la peinture classique. Après la peinture, l'architecture, la photographie ou encore la sculpture, la star chinoise Ai Weiwei sort un disque de hard rock. La sortie est prévue dans 2 mois. Le régime chinois laissera-t-il faire l'artiste contestataire? Affaire à suivre. Il y a peu, on vous faisait découvrir Johan Créten, un artiste contemporain passé par la manufacture de Sèvres. Et bien aujourd'hui, grâce aux visites particulières, on vous invite ici, dans un des bastions du savoir-faire français. Vous allez voir, la porcelaine et la céramique, c'est très complexe. Nous, on vous dit tout sur les secrets de fabrication. C'est un reportage de Charlotte Grosjean et d'Hugo Scalia. L'histoire de la céramique à Sèvres commence il y a près de 300 ans. Une ville qui, depuis le XVIIIe siècle, est devenue une fierté, un bastion du savoir-faire français, reconnu partout dans le monde. 3 siècles de perfectionnisme, un microcosme d'excellence, où tout est fait sur place, dans un souci constant d'exigence. Les étapes de fabrication sont strictement identiques depuis la création de la manufacture. Alors, ce travail, cette tradition remonte à 1740, c'est-à-dire la création de la manufacture. Nous sommes dans le service de la décoration. L'ensemble des ateliers de peintres sont dans ce couloir, donnent sur le parc de Saint-Cloud avec la lumière du nord, de manière à avoir la meilleure lumière pour peindre. Et ici, ils ont leur réserve de couleurs, c'est-à-dire que c'est là qu'ils viennent chercher les émaux qui sont fabriqués au laboratoire pour préparer leur décor. Tout est fabriqué ici. Les pâtes de porcelaine, les émaux que vous voyez derrière moi, et même l'or que nous utilisons, ce n'est pas un or en poudre que nous achetons, ce sont des lingots d'or que nous transformons au laboratoire de manière à contrôler la qualité et à garantir le 24 carats. Plus qu'un métier, une passion, une histoire de famille même pour certains artisans. Moi j'ai un parcours assez particulier vu que je suis fils de céramiste. Donc dans ma famille, je suis la 12e génération, donc depuis 1486. Sous la porcelaine, c'est une matière qui ne m'attirait pas trop à la base, mais j'ai appris à la connaître et au final, on peut faire vraiment pas mal de pièces, quoi. Après cet exercice physique, séchage pendant 15 jours, passage au four, l'objet sorti des mains de son auteur n'a pas encore fini son périple. Étape cruciale, l'émaillage, rapidité et précision. Toutes ces étapes ont presque fait perdre 30% de sa taille à l'objet initial. Le sigle de la maison protège des faux. Les pièces se vendent partout sur la planète. Après 300 ans d'existence, pas une ride. La cité de la céramique accueille même en résidence des artistes contemporains. Johan Créten, Fabrice Hibert ou Pierre Soulages, tous ont succombé au charme de ce matériau magique et fascinant. Après la manufacture de Sèvres, on continue toujours avec les visites particulières. Gabriel Rouault-Delavigne et Franck Vaugelin ont eu une idée de choc, faire découvrir les artistes sous un angle inédit, celui des bijoux. Ils n'ont pas arrêté de collaborer, ces artistes, avec ce que l'on appelle des faiseurs. Ça commence dans les années 30, ça se développe dans les années 60. Je ne vous en dis pas plus, ils ont quelqu'un pour vous en parler, ici, en plein cœur de Paris, au musée des Arts Déco. Les bijoux d'artistes, c'est un reportage de Charlotte Grosjean
et d'Hugo Scalia. L'intimité des artistes se trouve-t-elle ailleurs que dans leurs œuvres les plus connues? En créant des petites sculptures à porter, des bijoux d'artistes, c'est l'amoureux qui parle le plus souvent. Il y a souvent cette démarche d'histoire d'amour. On trouve cela chez Calder par exemple, qui a créé la bague de fiançailles de sa femme en complicité avec un orfèvre parisien. C'était un petit anneau avec une hélicoïde. Et l'hélicoïde, pour lui, dans toute sa manière de faire, correspond à l'éternité. Donc pour une bague de fiançailles, c'était extrêmement symbolique. Les histoires d'amour en filigrane, une manière également d'aborder une œuvre sous un angle nouveau. Matières inédites, savoir-faire technique, un véritable défi artistique, un nouveau langage, une autre facette des artistes, loin du marché de l'art. Donc c'était vraiment une démarche très intime et très personnelle. La plupart des bijoux d'artistes, enfin beaucoup de bijoux d'artistes n'étaient pas faits pour être produits en série pour être vendus, mais pour être destinés à une personne en particulier ou à un ensemble de personnes assez limitées. Aujourd'hui, la donne a changé et ces œuvres miniatures créent la convoitise des plus grands collectionneurs. Des galeristes surfent même sur cette nouvelle tendance. Esther de Bossé, avec sa galerie Mini Masterpiece, est la première en France à se consacrer uniquement à la vente de bijoux d'artistes. En fait, j'ai fait le constat, avant d'ouvrir la galerie, qu'il n'y avait pas à Paris de lieu exclusivement dédié aux bijoux d'artistes. Et donc l'idée, c'était d'ouvrir cet endroit et de poursuivre l'histoire du bijou d'artiste qui a commencé au XXe siècle, de la poursuivre avec des éditions de bijoux d'artistes contemporains. Le prix d'un bijou est calculé en fonction de la cote de l'artiste, en fonction du coût des matières premières. L'or et l'argent ont beaucoup augmenté, donc les prix ont un petit peu augmenté. Ici à la galerie, j'ai des bijoux qui commencent à 80 €, donc c'est très abordable, et puis ensuite ça monte. Il y a beaucoup de bijoux entre 3 000 et 8 000 €, et puis après ça peut monter encore un peu plus pour des pièces plus exceptionnelles. Les collectionneurs deviennent fous de cet aspect méconnu des artistes dont on croyait tout savoir, le marché s'emballe. Diane Venet, l'épouse du célèbre sculpteur, voue une passion à ces petites œuvres miniatures. Elle nous reçoit chez elle. Alors Diane, cette collection est assez impressionnante. Comment est-ce que ça naît une passion comme celle-là? Ça naît d'une histoire d'amour d'abord, parce que j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Bernard Venet, qui est devenu mon mari. Et le premier Noël ou le premier anniversaire que nous avons passé ensemble, il m'a tordu une barre d'argent autour du doigt, qui était, on peut appeler ça une bague de fiançailles. C'est des séducteurs, les artistes? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce qui vous attire dans ces bijoux d'artistes? Parce que mon histoire est une histoire d'amour, mais la plupart du temps c'était ça. Quand Picasso a rencontré Dora Maar et qu'il a ramassé des galets sur la plage et qu'il les a sculptés pour faire des pendentifs, c'était parce qu'il était amoureux. L'histoire est vraie pour des quantités d'artistes. Je veux dire, j'en ai là autour de moi quelques-uns, mais c'était vrai pour Giacometti. C'était pas une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amitié avec Elsa Schiaparelli. Les exemples sont multiples comme ça, mais c'est toujours une histoire très intime au départ. Et alors, qu'est-ce qui déclenche le coup de cœur chez vous? Qu'est-ce qui fait que vous flashez sur une pièce? Est-ce qu'il y a des choses... Alors maintenant, bon, j'ai une collection importante, je dois avoir 150 ou 160 bijoux, et je flash sur des pièces que je n'ai pas, que je cherche et que je n'ai pas. Dévorant une collection? C'est dévorant, oui. C'est dévorant, et puis pour le portefeuille, c'est dur. Hein. Oui, parce que tout ça c'est bien, mais comme ça crée un engouement, alors non pas que ce soit moi, mais il y a quand même quelque chose qui se passe autour du bijou d'artiste. Alors évidemment, c'est de plus en plus cher, et c'est plus cher pour tout le monde, y compris pour moi. Oui, c'est un marché. C'est un marché qui commence ça commence à intéresser. Et puis il y a des bijoux qui coûtent pas cher du tout. Moi, je suis amie de Laurent Baude qui m'a fait un bijou. Je suis amie de Takis qui m'a fait des bijoux aussi. Je suis amie, enfin bon, voilà. Cette collection, c'est aussi une histoire d'amitié finalement. Complètement, oui, complètement. De rencontre, d'amitié, bien sûr. Bien sûr. Et alors, le bijou d'artiste, c'est quoi? C'est une transposition du travail de l'artiste en miniature, ou il se réinvente? Il cherche. Moi, j'ai eu des artistes amis à qui j'ai demandé et qui ont traîné, qui n'ont pas trouvé la solution. Parce qu'il ne suffit pas de faire en petit ce qu'ils font en grand. Mais ça rappelle toujours, on sait. C'est-à-dire que, évidemment, le love de Indiana, on sait que c'est Indiana. Mais Takis aussi, non, pas Takis, Burri. Il a fait ça en grand, mais alors il y a le mouvement, il y a la même idée du mouvement, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et tous les artistes n'y arrivent pas. Il y a vraiment des pièces surprenantes, par exemple cette bûche avec cette hache. Comment est-ce qu'on porte ça? C'est un artiste italien qui s'appelle Plessis,
Et là, c'est très drôle parce que ça s'allume. Vous voyez la lumière là? Ouais, et ça se porte en collier. Et c'est un rapport à son œuvre, qui est un rapport à la nature, à l'eau, je dis, c'est un joli objet porté. C'est en argent? C'est en argent avec un tout petit peu d'or, oui. Et puis une lourd. pile, oui, c'est lourd. Autour du cou, ça va. Ah oui, effectivement. Autour du cou, ça va. Oui. Vous les portez ces bijoux? Oui, tous, un à la fois. C'est pas voilà d'un arbre de Noël, mais je les porte, oui, bien sûr. Et là, il y a une pièce formidable de Nam June Paik qui appartient à une galeriste parisienne. C'est grand, c'est pas facile à porter, mais ça se porte quand même. Un petit pull noir, un bijou, terminé, c'est l'accessoire. C'était passionnant, Diane Venet. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, j'adore partager. Je veux dire, c'est une passion que je tiens à partager. Pas les hommes, mais la passion pour les bijoux, oui. Je pense que ça s'est ressenti. Merci beaucoup. Allez, avant de quitter l'appartement de Diane Venet, il nous reste encore un peu de temps, suffisamment pour un cours d'histoire de l'art. Il ne prendra que 60 secondes. Il est consacré à Alexander Calder. Top chrono. De l'art, mais en mouvement. Alexander Calder, c'est le plus bricoleur des artistes des années 30. Cet ingénieur en mécanique se réoriente et choisit la voie artistique à 29 ans. Sa notoriété, il la doit d'abord à son cirque. Jongleur, trapéziste, danseuse du ventre, plus de 60 personnages fabriqués à l'aide de fils de fer et d'objets de récupération. L'artiste donne vie à son œuvre, il devient marionnettiste. Mais Calder s'apprête à révolutionner l'histoire de l'art, ou plutôt de la sculpture. Comment ? Grâce à ses mobiles, épurés, aériens aux couleurs vives, rouge, jaune, bleu, un véritable jeu d'équilibriste mis en scène par l'artiste qui use de la lumière pour donner du mouvement à ses sculptures. C'est sur scène que meurt Calder d'une crise cardiaque en 1976, en laissant derrière lui une œuvre qui aujourd'hui s'arrache à prix d'or par les plus grands collectionneurs de la planète. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. L'émission touche à sa fin. Quelle tristesse. Toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur ce qui aura fait l'actualité culturelle. Et la devise de l'émission, vous la connaissez, signée André Malraux. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Donc ne manquez pas nos prochains rendez-vous. Pendant ce temps-là, l'info continue sur LCI. À la semaine prochaine. Salut.